bonjour à tout le monde. Donc, je suis très heureux de faire un débrief de la Microsoft Build 2021, donc, qui s'est encore tenue cette année en virtuel. Donc, j'espère qu'en 2022, enfin, on passera dans la vraie vie, parce que c'est quand même un petit peu plus sympathique. Alors, pour faire ce débrief, donc, on reçoit par ordre alphabétique, je précise, et pas par ordre de préférence. Quoique des fois, Christopher Maneux et Xavier Perret. Bonjour à vous deux. Je vous laisse vous présenter en quelques minutes et puis après, on entame cette heure de discussion ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Christopher Maneux. Je suis Startup Developer Advocate chez Microsoft. Je suis focusé sur un certain nombre de sujets techniques, bien évidemment le cloud, mais aussi beaucoup d'IoT. Merci. Et puis bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Xavier Perret, je suis directeur d'Azure chez Microsoft France. Voilà, donc plus effectivement sur les problématiques d'Azure et de produits et de nouveautés assez riches cette année. Encore une fois à Build sur Azure. Oui, tout à fait. Alors, comme les années précédentes, on va découper ça en grandes sections, alors même si c'est un petit peu artificiel, parce qu'il y a eu pas mal de choses autour de .NET, et notamment de .NET 6, de Visual Studio, qui ont été annoncées, et des versions sont déjà sorties. Après, effectivement, il y a tout le bloc Azure, comme tu dis, Xavier, pas mal de choses, pas mal de nouveautés. Alors, pas que pour les développeurs, mais les développeurs ont aussi leur droit à leur quota. Et tout ce qui est Windows aussi, parce que ça bouge pas mal. Alors même si on ne pourra pas parler des grandes évolutions qui sont annoncées pour le 24 janvier, sauf erreur de ma part, on ne va pas déflorer aujourd'hui le sujet à mon avis. Non. Ah non, on est le 7. On n'est pas encore le 24 janvier. Alors déjà, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que autour de .NET, ça bouge quand même pas mal. Évidemment, on prépare .NET 6, donc il y a la Preview 4 qui a été dévoilée à la Build. Alors, ce qui est intéressant, donc pas mal de choses, notamment autour du support des processeurs ARM et notamment des M1, qui là, je crois, ça bouge enfin un petit peu officiellement. Oui, tout à fait. Donc, pour remettre dans le contexte, je pense que beaucoup de gens dans l'informatique savent que Apple est passé sur une nouvelle architecture pour ces nouveaux ordinateurs. Les programmes classiques, donc on va dire le .NET Core et .NET 5.6 classiques fonctionnaient à peu près avec l'émulation, puisque bien évidemment, on a déjà connu ça dans l'histoire de l'informatique et Apple l'a déjà fait, changer d'architecture processeur. À chaque fois, il y a une couche de traduction, de compatibilité qui permet à tout l'écosystème des programmes existants de rester compatible, de pouvoir continuer à s'exécuter. Avec, il est vrai, d'après tous les tests qui ont été faits, un très bon travail de compatibilité sur ce passage à M1, mais il faut aller plus loin pour pouvoir faire ça. Et puis c'est un thème, ARM 64, sans forcément parler simplement des ordinateurs Apple, c'est un sujet à part entière. Dans l'écosystème informatique, les processeurs ARM sont en train de prendre de plus en plus de volume. Et donc effectivement, il faut s'intéresser à ça quand on est un framework multiplateforme comme les .NET. Ouais. Donc il y a eu un certain nombre en fait d'optimisations qui sont, j'ai envie de dire, assez bas niveau et qui concernent vraiment des gens qui ont des besoins très spécifiques en performance sur du ARM. En termes de gestion des mémoires, en termes de gestion des structures. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on commence à avoir à la fois des performances intéressantes et puis à la fois tout simplement des versions pour pouvoir arriver à une compatibilité avec ARM. Et aujourd'hui, on peut télécharger
des binaires. En fait, on peut télécharger une version de .NET pour ARM64. Oui. Alors, on rappelle aussi que VS for Mac donc, fonctionne encore aujourd'hui en Rosetta, mais il est prévu un support des processeurs M1 très rapidement. VS Code est déjà natif M1 depuis quelques semaines, donc ça pose aucun problème à ce niveau-là. Alors, on peut aussi rappeler, Christopher, qu'un des enjeux de MS, c'est quand même, comme tu l'as rappelé, le support des ARM, parce que tu as déjà Windows ARM qui fonctionne aujourd'hui, tu as tout le poussement, enfin le poussage, on va dire ça comme ça, qui se fait aujourd'hui avec les constructeurs autour d'un Windows ARM et d'un PC ARM. Donc ça, c'est un enjeu, bien évidemment, au jeu pour les développeurs. Donc en fait, c'est vraiment un écosystème qui va se mettre en place aujourd'hui. Oui, c'est un écosystème qui va se mettre en place, tout à fait. On peut citer aussi un certain nombre de devices IoT qui sont elles aussi sur des architectures ARM et qui sont en train de se développer. Donc c'est pas on parle pas de petits capteurs de température, mais on parle de petites gateways ou de petites box qui peuvent être connectées à des télévisions ou de l'affichage digital. Tout à fait. Effectivement, le monde ARM est en train de grossir et c'est un sujet pour toute l'industrie. Par exemple, moi, ce que je cite souvent quand on parle de ce sujet ARM, aujourd'hui, un des freins pour les développeurs à faire du ARM, c'est Docker, et pas Docker en soi, mais les images Docker, qui ne sont pour beaucoup qui n'ont pas de version ARM. Et c'est vrai que beaucoup d'applications, certaines applications, ça peut être une application entièrement contenue avec .NET, et on a un certain nombre de nouveautés là-dessus sur les single executable application, donc une application qui contient et le framework et l'application dans un seul fichier. Mais beaucoup d'applications réelles ont besoin d'une petite base de données, d'un petit service, etc. De plus en plus déployées avec Docker. Donc aujourd'hui, le Docker Desktop est compatible avec. Il y a une version de Docker Desktop M1 Mac, mais effectivement, il y a un certain nombre d'images Docker qui n'ont pas été portées. Ouais, tout à fait. Avec une base image ARM64. Alors nous, c'est un travail qu'on est en train de faire sur un certain nombre d'images. Par exemple, Azure SQL Edge, qui est une version du SQL Server que les développeurs .NET connaissent bien, qui est fait pour le monde de l'embarqué, a déjà une version ARM64 de disponible. Et peut donc tourner, on peut donc faire tourner nativement une version de SQL Server sur les nouveaux Mac M. D'accord. Alors, on peut aussi rappeler que dans VS, on peut déjà développer des projets avec une target ARM, ça ne pose aucun problème. Moi, je l'ai encore fait ce week-end en ciblant un ESP32, Lolin, et ça fonctionne très très bien. Tu as juste des extensions, effectivement, à installer comme du plateforme IO, et après, c'est transparent, que ce soit en build ou même si on déploie, ça ne pose pas de vrais problèmes aujourd'hui. Donc c'est pas mal. Alors, on revient effectivement sur VS. Donc il y a la 2019 16.10 donc qui est sortie. Alors ce qui est très intéressant, alors ça c'est une première chose et un des points essentiels à noter, c'est que vous êtes de plus en plus compliance autour de C++ 20. Donc qui commence maintenant à être à peu près complet, je crois. Et surtout, ce qui va être intéressant, si tu peux nous en dire un mot, c'est surtout la grosse future version de VS estampillée 2022, parce que c'est la première version, au miracle, qui va être full 64 bits. Oui. Et oui, incroyable. Alors ça, c'est un vieux sujet dans oui. dans l'écosystème Microsoft. Ça fait un moment qu'on en parle. Effectivement, ça fait un moment qu'il y a des discussions très animées sur certains blogs ou sur certains forums pour se dire mais pourquoi on n'a pas de version 64 bits de Visual Studio, parce que effectivement Visual Studio, je pense qu'on le sait tous, c'est un des IDE les plus utilisés au monde, mais il y a une disparité de typologie de projets qui sont utilisés avec Visual Studio qui est assez impressionnante, puisque Visual Studio peut être utilisé
par des étudiants pour faire leur projet de fin d'études avec la version gratuite, la version community, mais ça peut être utilisé aussi par de très grandes sociétés qui ont des projets qui sont absolument gigantesques en termes de nombre de fichiers de code, en termes de nombre de projets. Donc, dans mon passé, avant d'être Cloud Advocate, j'étais chez Microsoft, j'étais en relation avec nos grands comptes pour justement les aider sur les projets de développement. Et j'ai vu un certain nombre de projets, mais c'est pas si une exception que ça, avec plus de 1600, 2000 projets à l'intérieur d'une même solution Visual Studio. Donc c'est des projets qui sont totalement gigantesques. Ces gens-là étaient bien souvent obligés de ruser dans leur gestion, donc de faire plusieurs fichiers de solutions qui groupaient les fichiers de projet par partie fonctionnelle pour arriver à ouvrir un Visual Studio Code le matin, un Visual Studio pardon tout court le matin normalement. Ça demandait beaucoup de choses en interne hein, pour pouvoir changer Visual Studio, parce que Visual Studio est une application qui est très complexe. Il y a énormément de développeurs qui travaillent derrière Visual Studio, qui sont des équipes de projets totalement différentes. Et puis on a aussi tout un écosystème de partenaires qui font des extensions à Visual Studio. Donc il faut arriver à faire bouger tout ce monde-là. Donc en effet, la prochaine version majeure de Visual Studio sera 64 bits. Et là, on peut s'attendre à... parce qu'on n'a plus cette limitation de environ 4 Go de RAM occupée par le process de Visual Studio, et bien à pouvoir avoir une rapidité d'exécution, d'ouverture des projets, surtout sur des très très gros projets, des très grosses solutions, qui sera clairement décuplée. Et puis c'est pas les seules nouveautés que l'on veut mettre dans Visual Studio 2022. Je peux citer, alors il y a plein d'autres petites nouveautés qui vont arriver, et puis d'autres qu'on n'a pas annoncées, mais je peux citer par exemple un refresh sur un certain nombre d'éléments d'interface utilisateur pour que Visual Studio soit plus accessible. Je pense qu'on le sait maintenant, l'accessibilité est un sujet transverse et important chez Microsoft. Et je peux citer quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un petit outil que je trouve excellent, qui est déjà disponible, mais c'est l'intégration de Accessibility Insight au sein de Visual Studio. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Accessibility Insight, en fait c'est une petite application qui existe déjà. Il y a une version plugin pour un navigateur web par exemple, ou pour vos applications Android, qui permet en fait de faire une passe automatisée sur vos applications et de détecter des erreurs, je vais dire, basiques d'accessibilité. Si je parle aux développeurs web, par exemple, toutes les images doivent avoir une annotation parce que les personnes qui sont malvoyantes peuvent utiliser un système de dictée vocale pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. Et puis, bien évidemment, il y aura d'autres nouveautés qui vont supporter les nouveautés de .NET. Je pense notamment à .NET MAUI, qui est le nouveau framework multiplateforme. Et donc là aussi, on peut s'attendre à de nombreuses nouveautés pour pouvoir supporter plus facilement les développements avec ces nouvelles versions de .NET. Alors, on rappelle que .NET 6 donc, et tous les frameworks autour est toujours prévu pour novembre prochain, hein, a priori. Tout à fait. En fait, on a changé la cadence. Il y a quelques versions de .NET. À partir de .NET 5, on a changé la cadence de manière à ce que tout le monde puisse savoir quelle est la cadence des prochaines versions de .NET et que tout le monde puisse connaître aussi les cadences de support. C'est important. Dès qu'on fait une application en production, il faut qu'on puisse être au courant de la supportabilité des frameworks que l'on utilise, ce qui est très compliqué dans d'autres domaines. Et donc pour .NET, effectivement, on a un cycle maintenant de release qui est établi avec des versions LTS une fois sur deux et des versions à support un petit peu plus court une fois sur deux. Et donc on peut prévoir, quand on fait des projets de développement au long cours sur plusieurs années, on peut savoir à quel moment on va avoir une nouvelle version de .NET et on peut
mieux anticiper ces migrations de framework qui faisaient peur autrefois, qui sont honnêtement beaucoup plus faciles aujourd'hui, mais en tout cas, on a beaucoup plus de lisibilité maintenant sur ça. Oui, tout à fait. Alors, juste pour finir avec le sujet de VS 2022, alors, on peut aussi noter le support, sauf erreur de ma part, de CMake, de Linux et du sous-système Linux aussi, Oui. directement maintenant dans l'IDE, non ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a annoncé, donc je pense qu'on communiquera plus en détail dessus dans quelques mois. Mais en effet, on continue d'avancer pour faire en sorte que globalement, enfin, un des thèmes globaux, c'est que Windows et Visual Studio soient tout simplement les meilleurs outils de développement, quelle que soit votre plateforme, y compris si vous ne développez pas pour Windows. Et donc, bon, WSL, je pense que c'est quelque chose qui commence à être connu. Hein, donc, c'est la possibilité d'exécuter un vrai noyau Linux à l'intérieur d'une session Windows. On a déjà Visual Studio Code avec les Remote Development Extensions qui permet de développer à l'intérieur de son Linux, mais depuis un IDE qui, lui, s'exécute dans Windows. Et en effet, dans Visual Studio 2022, on a sur notre roadmap l'ajout de WSL comme une target d'édition, de build et de debug, et également le support de CMake. Ouais. Alors, on peut aussi rappeler que dans le WSL 2, alors je dis bien la 2, on peut maintenant exécuter les applications avec l'interface graphique et donc on peut même avoir un VS Code entièrement graphique qui tourne dans le Linux en sous-système. Donc ça, c'est WSL G en fait. Donc ça, si vous ne l'avez pas testé, je vous conseille de le tester. Alors soyez bien à jour dans les versions de Insider, dans les pilotes compatibles avec le WSL2 parce qu'il faut des pilotes graphiques spécifiques et soyez à jour aussi dans les distribs que vous installez et franchement c'est assez fun, donc on fait tourner sans problème un VS Code et même un Doom tourne sans problème dessus, donc ça c'est toujours bon à savoir. Alors, moi je reviens quelques secondes aussi sur la version 16.10 de VS 2019, donc avec un nouvel outil de commande en ligne qui est apparu, VS Identity Application Sync. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je t'avoue que c'est pas un sujet que j'ai creusé. Il y a eu malheureusement énormément de nouveautés, y compris sur Visual Studio tout court, et j'ai pas eu le temps de creuser celle-ci malheureusement. Bon, ok, bon, ce n'est pas très très grave. Alors, par contre, ce qu'on peut dire sur la partie Windows, donc bon, déjà effectivement, on a un nouveau Edge qui va arriver, donc c'est le 91. Ce qui est très important aussi à noter, je pense que on voit l'arrivée en production de WebView 2 dans WinUI 3, qui passe en production, je crois, maintenant. Tu nous confirmes ça ? Il me semble que j'ai vu effectivement qu'on passait en production sur ce composant. Je vais vérifier ça de ce pas. Autre nouveauté aussi, c'est une nouvelle version, préversion du projet Réunion aussi, qui est arrivé en 0.8. Donc, et ça, c'est un nouveau modèle, c'est ça, de développement pour les apps Windows ? Oui, alors je pense que les gens l'ont entre guillemets l'ont senti. On est sur l'ensemble des outils développeurs, donc que ce soit côté Windows ou côté .NET, sur un thème global qui est unifier les choses. Donc sur .NET, ça va être unifier les différents frameworks que l'on a sur les différentes plateformes. Sur la partie Windows, l'idée majeure, c'est que avant Project Réunion, on avait en fait qu'un certain nombre de langages qui étaient très limités, qui étaient ce qu'on appelle des first class citizens. Donc ça veut dire que c'était des langages qui étaient vraiment adaptés
pour le développement .NET. Et puis les autres devaient... il y avait des solutions pour arriver à faire des choses, mais c'était pas quelque chose de... on va dire de natif. L'idée de Project Réunion, c'est d'avoir un ensemble de librairies, de frameworks, de composants, d'outils qui permet en fait à un grand type, un large spectre d'applications et de types d'applications d'accéder aux fonctionnalités de Windows. Et donc en effet, on avance là-dessus. On prévoit pour l'instant d'avoir une version 1 sur la fin de l'année. Et Project Réunion, au passage, parce que c'est souvent la question qu'ont les développeurs, on a à un moment donné beaucoup poussé le store Windows. Je pense que les développeuses et les développeurs le savent. Je pense à bon escient, parce que il y a quand même, pour des questions de sécurité, pour un très grand nombre de clients, notamment les clients, on va dire familiaux, dans le cas d'usage personnel, passer par le store, c'est quand même la garantie que l'application a été contrôlée. Donc on n'installe pas n'importe quoi versus un exécutable que l'on télécharge sur Internet. Dans le monde de l'entreprise, ça a été, pour plein de raisons, beaucoup plus compliqué. Même si, moi je suis intervenu chez plusieurs de nos clients qui donc utilisent ce nouveau format MSIX pour déployer leurs applications. Mais dans tout un tas de scénarios, effectivement, il faut pouvoir déployer son application par d'autres moyens que MSIX. Les développeurs .NET connaissent ClickOnce, par exemple, depuis des années. Et donc, par exemple, Réunion, et notamment la version 1.0 de Réunion, supportera à la fois des applications qui sont packagées avec MSX, mais aussi, et ça c'est une nouveauté, et donc justement dans la 0.8 dont tu parlais, on a une preview là-dessus, de pouvoir utiliser les API Réunion pour des applications qui ne sont pas déployées par MSIX. Voilà, donc ça va être un gros focus en effet sur cette fin d'année pour les développeurs Windows. Alors, autre news aussi sur la partie .NET, on voit l'arrivée en preview du .NET Hot Reload. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on se croirait dans du runtime en dynamique. Donc en fait, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste en quelques mots? Oui, bien sûr. Toute l'idée, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la inner loop du développeur. Toutes les développeuses et développeurs de France et de Navarre le savent, sur la plupart des langages, on lance son application, on teste, ah mince, il y a un bug ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on ferme l'application, on revient dans son code, on modifie peut-être une ligne de code ou 2 lignes de code, on réexécute, et on fait ça 80 fois par jour ou plus. C'est un processus qui est pas efficace, et dans d'autres écosystèmes, alors le web avec les developer tools par exemple des navigateurs, bien on a la possibilité de venir modifier le code directement de son application et voir le résultat en direct. L'idée de .NET Hot Reload, c'est exactement ça, c'est de pouvoir en fait avoir une application qui est en cours d'exécution, qu'on est en train d'utiliser, mais que l'on va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir modifier le code, et le code va automatiquement venir se charger, venir se modifier dans l'application qui est en exécution. Donc ça, c'est extrêmement utile, notamment quand on est développeur d'interface. Et d'ailleurs, c'est compatible avec .NET Hot Reload. L'idée, c'est qu'il soit compatible avec l'ensemble des frameworks UI. Donc ça va de Blazor, le dernier, à Windows Forms. Donc ça, quand même, je pense que pour beaucoup de gens qui aujourd'hui maintiennent ou développent des applications Windows Forms ou WPF, ça va être un vrai progrès. Et c'est l'ancêtre, c'est le digne successeur d'une fonctionnalité que certains
connaissait dans Visual Studio, qui était Edit and Continue. Oui, mais version plus. Plus moderne. Ouais. D'accord. Bah, écoute, un grand merci à toi pour ces quelques éléments. Je pense que maintenant, on peut quand même entamer ma discussion autour de Azure, parce que pas mal de choses aussi s'est passé autour de Azure sur énormément de services. Alors moi, ce que je voudrais noter en tout premier avec Xavier, on voit quand même que Microsoft a fait un gros focus autour de Java. Donc on sent quand même que votre volonté, c'est d'être une plateforme de Java Ready en tant que telle. On a vu que l'OpenJDK Microsoft était officiellement sorti, même si c'est en prod en interne depuis pas mal de temps. Donc là, vous avez annoncé le Red Hat JBoss et le WebSphere, donc ça c'est côté IBM. Donc, est-ce que c'est vraiment une volonté de MS de renforcer à la partie effectivement applicatif Java sur Azure? Oui, alors effectivement, dans le contexte, je pense qu'on est assez, surtout on l'a vu avec la crise sanitaire, l'accélération des développements d'applications et la modernisation des applications. Et donc, effectivement, beaucoup d'annonces ont été faites dans le sens de confirmer Azure comme la destination de choix sur la modernisation de ces applications, que ce soit d'ailleurs, on va peut-être y venir, la façon dont finalement, on peut les déployer en mode serverless sur l'ensemble des infrastructures, pas seulement sur Azure Cloud public, mais aussi en mode hybride. Donc là, c'est une des annonces App Services avec la conciliation des Azure Functions, etc. Ou que ce soit en liaison avec, souvent quand on va développer une application, on va développer la partie database qui va avec, en mode managé, et donc le lien et donc les annonces autour de Cosmos DB et serverless. Donc c'est vrai que du coup, au-delà de Java, finalement la thématique, on a beaucoup parlé de vélocité du développeur finalement avec Christopher, et Visual Studio, etc. C'est aussi comment on arrive à innover derrière sur l'ensemble des services applicatifs sur Azure. D'accord. Et c'est aussi la volonté de sortir donc à votre propre distrib, effectivement OpenJDK officiellement. Donc c'est du Java 11, on attend le support de Java 17 en novembre. Ça c'est vraiment une pierre essentielle, aussi bien pour la partie dev locale que sur Azure. Ouais, alors sur le petit plus dev, Christopher, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on cherche à être le plus holistique possible sur Azure, dans la façon, on le voit sur les entreprises et sur les développeurs, sur la façon dont ils développent. Et donc, c'est comment on est compatible avec un ensemble, sachant que la tendance, c'est quand même à moderniser des applications en mode serverless. Donc, c'est vrai de pouvoir faciliter les endpoints, la faculté de l'ensemble de ces outils à discuter ensemble. D'accord. Ouais, pour ajouter peut-être un mot sur la partie Java, on le sait mal, mais Microsoft est un très très gros utilisateur de Java. Pour citer un chiffre, on a plus d'un demi-million de JVM qui tournent pour faire tourner uniquement nos services à nous. Donc on parle pas du tout, un demi-million de JVM, c'est même pas les services que font tourner nos clients. Là, on n'a pas de chiffre public là-dessus. Donc on est à la fois un fort utilisateur de Java, on est à la fois un contributeur de Java, et notamment sur OpenJDK, on a fait un certain nombre de contributions dans des sujets très divers, comme le support justement de ARM64 pour faire tourner Java à la fois sur des devices comme les Surface Pro X, mais aussi sur les nouveaux Mac. Donc ça fait partie de l'effort à la fois de support et de collaboration avec l'écosystème Java. D'accord. Alors sur la partie Azure, moi il y a un élément qui m'a interpellé quand j'ai lu le build book news, newsbook, pardon. C'est sur la partie Cosmos DB et particulièrement le Linux Emulator. Ouais. Alors c'est quoi donc?
Alors, que je comprends, moi, d'une forte demande, effectivement, de la part de notre communauté, de pouvoir directement émuler Cosmos DB, de pouvoir tester et prototyper des choses, alors que je suis sur une machine Unix. Avec une base de données non structurée, type Cosmos. Et donc, il n'y avait pas cette possibilité, tout simplement, sur Linux. Alors, c'est vrai que autour de Cosmos, il y a eu pas mal d'annonces intéressantes. Du côté du serverless, si ma mémoire est bonne, du free-tier, de l'integrated cache et surtout du chiffrement de bout en bout, non? Ouais, alors il y a trois thématiques sur toutes les annonces sur Cosmos. La première, tu l'as dit François, c'est la partie, on va dire, accessibilité, c'est-à-dire comment je le rends plus facilement accessible de pouvoir prototyper, de faire des choses sur Cosmos. Donc l'émulateur Linux en fait partie. Le free tier, c'est-à-dire finalement on a étendu le nombre de storage et de RU, c'est la notion de base de Cosmos pour pouvoir tester des choses. Donc c'est comment on aide finalement les développeurs à rapidement faire des choses. Donc ça c'est la partie que j'appelle accessibilité. La deuxième partie c'est la sécurité. Et donc là il y a sur la partie accessibilité, pour continuer, il y a la partie performance. Donc integrated cache, c'est-à-dire la faculté finalement, et donc c'est un cache intégré spécifique Cosmos DB, de pouvoir ne pas avoir à reconstituer, à repinguer systématiquement, donc avoir une meilleure performance et des meilleurs coûts. Sur la partie sécurité, tu as parlé du Always Encrypted, c'est effectivement un certain nombre de fonctionnalités pour permettre de gérer correctement sa base de données. Donc il y a le chiffrement de bout en bout Always Encrypted, il y a aussi les droits AirBack qui sont maintenant sur Cosmos DB directement, ce qui n'était pas une feature sur cette famille de bases de données. Et puis la troisième, c'est le serverless, effectivement, qui est une grosse annonce en fait, c'est-à-dire la compatibilité d'utiliser Cosmos DB et l'ensemble de ses API en mode serverless, c'est-à-dire sans se soucier d'infrastructure. Ça aussi, c'était une demande parce que beaucoup de gens, comme je disais, beaucoup de développeurs commencent à développer directement via des Azure Functions, via des Logic Apps, etc. Et donc, ne veulent s'affranchir finalement d'avoir à choisir l'infrastructure sous-jacente. Et donc, elles ne pouvaient pas le faire totalement avec des bases non structurées comme Cosmos DB directement. Donc ça, c'est une vraie nouveauté pour faciliter le développement d'applications rapidement. Là, on est sur le côté vélocité, on est sur le côté je vais rapidement développer et linker mon application et ma base de données Cosmos DB. D'où l'annonce derrière effectivement du serverless sur Cosmos DB. D'accord. Alors après, effectivement, il y a eu pas mal de choses autour de l'infrastructure et comment tu gères tes ressources Azure avec une annonce autour de Bicep. Christopher, tu veux... Donc c'est le langage, c'est un langage de Infrascode, quoi, en fait, non? Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, les gens qui font déjà de l'Azure connaissent ARM, qui est le langage. Alors, ARM veut dire plusieurs choses dans Azure, mais oui. Il est vrai que parfois c'est un petit peu ambigu. Voilà, c'est ça. ARM, c'est Azure Resource Manager. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le control plane d'Azure. C'est tout simplement une API qui permet de s'interfacer avec, entre guillemets, la base de données de nos ressources dans Azure. Et donc, de créer des ressources. Mais aussi, ARM, c'est également le langage d'infrastructure as code, donc au format JSON, qui permet de décrire l'infrastructure que l'on souhaite et de tout simplement demander à Azure de déployer l'infrastructure que l'on souhaite. ARM est bien, mais a été conçu en fait comme un outil très technique, plus pour parler de framework à framework ou d'API à API, et pas forcément pour que des humains éditent finalement un fichier. Quand ARM a été créé, c'était plus que les débuts de l'infrastructure as code. Et le monde a énormément changé autour de nous. On peut citer Terraform, par exemple, qui prend énormément de place et qui a fait énormément de progrès là-dessus. Mais on a d'autres solutions aujourd'hui qui font aussi de l'infrastructure as code, comme Pulumi et d'autres. Et donc, en fait, il était, entre guillemets, temps de simplifier cette expérience de développement, parce que un gros fichier, on le sait tous, un gros fichier JSON à éditer, c'est pas ce qu'il y a de plus lisible et de plus clair. Et donc on a Bicep qui est effectivement un nouveau langage qui est entièrement compatible
avec ARM, qui est nativement supporté maintenant par le service ARM. Ça veut dire qu'on peut passer directement d'un fichier Bicep, on l'envoie entre guillemets dans Azure et Azure déploie nos ressources. Et donc on a réalisé la version 0.4 de Bicep qui permet de faire un certain nombre de choses. On a ajouté de nouveaux outils, par exemple la linter qui permet de valider que nos règles d'écriture des fichiers sont conformes à des règles qu'on a définies au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, on a des versions de Bicep où on va pouvoir commencer à faire de la production avec. Donc ça, c'est aussi un changement majeur dans l'évolution de ce langage. D'accord. Alors, toujours dans le thème du multi-cloud et de l'hybride, donc on voit arriver de l'Azure Kube Services et du stack HCI aussi en version finale. Oui, c'est-à-dire que dans la famille effectivement de Azure qui est par construction hybride, on a bien deux grosses annonces. Enfin voilà, c'est l'annonce de App Services, donc la panoplie des Azure Functions, API Gateway, Logic Apps, Event Grip, disponible finalement à déployer sur des clusters Kubernetes, quelle que soit leur destination, c'est on-prem ou multi-cloud derrière. Donc ça confirme, j'allais dire, quelque chose qui était déjà existant sur Azure Arc, qui était déjà vrai sur Data Services, de pouvoir complètement déployer des choses en format multi-cloud derrière. Donc ça c'est le premier point assez majeur. Le deuxième point, mais j'ai perdu mon raisonnement du coup. C'était, François, de la remarque que tu as faite sur... HCI peut-être. Ah voilà, HCI, pardon. Dans la famille, effectivement, c'était effectivement la possibilité d'avoir, là, quand on a un Azure Stack HCI, c'est-à-dire vraiment une infrastructure qu'on souhaite complètement locale, de pouvoir faire directement Azure Kubernetes Service, AKS, derrière, donc voilà, tout ce qui est panoplie de déploiement de construction de ces nodes et ces Kubernetes derrière. Pourquoi ? Pour une raison un peu différente là, de l'hybride multi-cloud. Là, c'est la raison de je veux déployer et innover directement, mais sur une infrastructure que je souhaite en local derrière. Donc, c'est le portage finalement d'AKS qui était aussi une forte demande. Voilà, ces deux annonces vont aussi vers le edge derrière, sur la capacité Azure est hybride par construction derrière. D'accord. Alors, on notera aussi par rapport aux nouveautés Azure, alors c'est pas encore dispo si j'ai tout compris, c'est de l'Azure Communication Services Calling, effectivement SDK, donc pour faire des applications UWP. Voyons. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que via Azure, on pourrait intégrer de la téléphonie, de la visioconf, c'est ça, non ? Ouais, c'est alors Christopher me corrigera, mais c'est effectivement SDK qui est disponible en preview. Ouais, d'accord. Et qui permet pour un développeur d'ajouter ce qui est le rôle d'Azure Communication Services, de la voix et du video calling directement dans son application native. Donc pour avoir une expérience de communication riche, multi d'ailleurs, multi-device, d'ailleurs, qu'il soit du PC, Xbox, HoloLens, IoT, etc. D'accord, mais effectivement s'appuyant sur son infra de com Azure, on est bien d'accord. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et c'est différent des API Team où ça vient en complément. Alors, pour moi, ça vient en complément, c'est-à-dire qu'on est bien là sur je veux faire une application qui intègre nativement finalement une capacité, par exemple, je sais pas, de relation client avec faire du video calling, etc. Ce qui est différent d'une interconnexion dans Teams pour utiliser Teams comme un véhicule finalement d'interconnexion avec le SDK de Teams et puis éventuellement les données associées, Dataverse, etc., qui est un autre pan là d'annonce aussi derrière. D'accord. Oui, parce qu'on rappelle que vous avez aussi annoncé un ensemble d'API Teams pour les développeurs. Oui, exactement. Donc, c'est le Teams Toolkit pour Visual Studio et VS Code. Voilà.
Oui, c'est-à-dire la capacité finalement pour un développeur d'utiliser son environnement Visual Studio ou VS Code directement pour pouvoir faire des développements d'applications qui seront intégrés dans Teams. D'accord. Alors, parmi toutes les annonces, moi, j'ai noté quelque chose. Donc, c'est sur la partie de l'Azure API Management qui supporte en préversion les WebSockets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et l'intérêt de ce support? Tu veux que je réponde, Xavier? Ouais, oui, je veux bien, oui. Bien sûr. Ouais, c'est un. C'était une forte demande de la part de nos développeurs, ce sujet-là. Donc, les WebSockets existent depuis des années, se déploient massivement. Je suis pas sûr qu'il y ait de stats, j'ai pas vu de statistiques de l'implémentation, de l'usage des WebSockets sur le web. Je sais pas si ça existe, mais je suis à peu près sûr qu'elle a fortement augmenté avec le Covid. Parce qu'on a besoin d'avoir des applications qui sont de plus en plus interactives sur le web, et surtout quand on fait de la collaboration à distance. Mais quand on fait ça à une échelle large, en fait, on se retrouve, quand on a, voilà, je vais dire n'importe quoi, une petite centaine d'utilisateurs en simultané, on peut avoir un serveur de WebSocket ou si on est dans l'écosystème .NET, on pourrait utiliser Signaler. Et donc, on a un service dans Azure, Azure Signaler qui permet de faire ça. Mais si on n'est pas sur une technologie .NET ou si on n'utilise pas Signaler, qu'on fait du WebSocket natif, eh bien, on va se retrouver en fait avec les mêmes problématiques que l'on peut avoir derrière son API. À savoir, comment je fais pour scaler cette API, où je fais la terminaison ou l'authentification de l'utilisateur, comment je fais pour avoir un pool de serveurs qui répondent, qui gèrent en fait mes connexions WebSocket. C'est un ensemble de besoins qui sont normalement dans le monde d'une API REST HTTP réalisés par justement une API Gateway. Et on avait, avant cette annonce-là, on n'avait pas grand-chose pour aider nos clients sur ce sujet-là. On pouvait déjà faire du WebSocket at scale sur Azure, mais ça demandait beaucoup d'investissement, notamment de dev, côté développeur. Et donc l'idée en fait de rajouter le WebSocket sur Azure API Management, c'est justement d'offrir ces services-là, de pouvoir avoir par exemple aussi des métriques, des logs, un ensemble d'éléments qui concernent l'observabilité de nos endpoints WebSockets, beaucoup plus simplement que ce qu'on pouvait l'avoir en déployant nos propres solutions et en codant, en codant ça de notre côté. D'accord, merci. Alors, toujours sur Azure, si j'ai tout compris, il y a eu une petite réorganisation des services autour de l'IA. Pourquoi ce changement? Est-ce que c'est que du sémantique ou est-ce que c'est aussi du technique? Christophe, tu veux commencer? Oui. Alors, je dois avouer que j'ai pas les noms en tête, mais par contre, j'ai l'explication. Je suis plus le nom parce que les noms. Les noms, moi, je les connais. Peut-être pour compléter, pour effectivement dans le contexte. Azure, il y a un certain nombre de services cognitifs sur Azure, et avec la définition de 3 niveaux: Azure Bot Services pour créer des bots de manière plus intelligente, Azure Metric Advisor, important sur la partie reinforcement learning derrière, automatisation, et puis Azure Video Analyzer qui regroupe effectivement pour plus de lisibilité en fait ce qui était Video Analytics et Video Indexer. Derrière, c'est-à-dire la capacité de pouvoir créer des scénarios, de repérer ce qu'il y a dans la vidéo, un certain nombre de choses derrière. Voilà. Donc il y a une petite effectivement reconfiguration. Christopher, je te laisse la main. Oui, tout à fait. Donc effectivement, en fait, on a depuis un petit moment donc les services cognitifs qui sont ce que j'appelle de l'IA sur étagère. Ça veut dire qu'en tant que développeuse, que développeur,
Je peux ne pas connaître grand-chose à l'IA parce que c'est un métier spécifique et il y a un savoir qui est important, une courbe d'apprentissage qui est importante. Et bien, je peux quand même trouver des éléments que je vais pouvoir utiliser dans mon application de manière extrêmement rapide. Je peux citer Custom Vision qu'on avait utilisé sur un projet avec une ONG européenne pour détecter des déchets en mer. Eh bien, en une demi-heure, on avait entraîné une IA qui détectait les déchets sur les plages. Et on l'avait testé. Et ça, c'est formidable. Par contre, la plupart des services cognitifs, enfin en tout cas qu'on avait au début de l'histoire des services cognitifs, puisqu'on en a ajouté beaucoup à travers les années, étaient des services où l'interface principale, c'était une API REST. Donc finalement, il fallait être développeur pour pouvoir s'en servir. Et il y avait probablement du métier à construire par-dessus. Depuis quelques temps, on peut citer par exemple Azure Form Recognizer qui permet à partir d'une image, de comprendre que l'on est sur une facture, d'extraire les lignes de quantité, de nom de produit, de prix unitaire, etc. Xavier citait Video Analyzer, Metrics Advisor. Ce sont des IA qui sont des services IA qui sont un petit peu plus avancés, qui sont beaucoup plus proches finalement d'un scénario métier final. Voilà. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est finalement séparer, parce que la quantité de services cognitifs augmente. De mémoire, on en a plus de 30 aujourd'hui. C'était finalement se dire, il y a deux catégories de services. Il y a les Applied AI Services, qui sont eux des services que l'on peut quasiment utiliser clé en main. Et puis, il y a d'autres services qui peuvent être utilisés, mais plus par des développeurs directement. Et donc ça va aussi dans une certaine lignée du citizen développeur ou du fusion développeur, où on veut rendre accessible le développement d'applications au plus grand nombre. Et ces services d'IA un petit peu plus aboutis, qui sont plus sur un vertical presque métier, vont aussi dans ce sens-là et sont également un petit peu plus destinés à ce type de développeur. Alors, c'est vrai que le déploiement informatique, ça va bien au-delà de chez vous, de Azure, avec toute la multiplication de ces services cloud dans tous les sens, que l'on soit dans de l'hybride, dans du multi-cloud, dans tous les aspects de gouvernance, comme vous l'avez évoqué, les plateformes, les runtime, etc. À force, effectivement, on empile, mais on a du mal, effectivement, à voir qui fait quoi par rapport à quel type de verticaux, d'horizontaux. Et c'est vrai que maintenant se pose quand même la question de regrouper sous des noms compréhensibles un certain nombre de services. Et c'est vrai que je pense que dans les mois ou les années à venir, vous serez encore obligé à renommer un certain nombre de choses pour les rendre plus lisibles auprès des users, mais aussi des devs, je pense. Oui, je pense qu'il y a deux tendances. Une qu'on a déjà un peu évoquée, c'est l'extension des produits vers le citizen developer dont parlait Christophe, donc entre le low-code, no-code, et donc on va dire un Azure Function versus un Logic Apps. On va bien voir. Voilà, c'est vrai que là, à chaque fois, on va trouver les deux versions, j'allais dire, un Azure Machine Learning versus des services cognitifs. Donc c'est vrai que ça, c'est une tendance forte. Et il y a une deuxième tendance qui est peut-être moins affirmée dans cette session de build, mais sur laquelle peut-être à une occasion pourrait revenir, c'est le côté industrie cloud. C'est-à-dire qu'on a commencé à lancer des familles de services packagés qui sont finalement des services Azure ou Power Platform ou d'ailleurs Dynamics, etc., pour répondre à des enjeux spécifiques de certaines industries, retail, organisations non gouvernementales d'ailleurs, NGO, banques, etc., pour petit à petit venir simplifier effectivement l'usage de ces clouds. Ça, on y reviendra peut-être. C'était moins la session qu'on vient de voir là, mais effectivement, c'est aussi une tendance forte de repackager pour rendre accessible plus simplement dans une organisation derrière l'impact finalement du cloud, du multi-cloud derrière. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une approche que l'on voit chez certains de vos concurrents et notamment en Asie. Alors, je ne dirais pas que c'est en Chine, mais presque. Mais effectivement, c'est quelque chose que l'on voit et il y a une vraie logique parce que il faut pouvoir effectivement identifier très rapidement, moi j'ai tel type de vertical et j'ai besoin de tels outils et de tels services. Et comme ça, effectivement, on ne s'embête pas à chercher une demi-heure, 1 heure ou 3 heures les services qu'il me faut.
Ouais, exactement. Donc c'est vrai que c'est une tendance. On voyait déjà ça sur des scénarios de type IoT ou AI d'ailleurs, avec des industry solutions, du templating, derrière des cas concrets, clients faciles à implémenter, puis ensuite directement disponibles, soit sous GitHub ou autre. C'est vrai que c'est une tendance assez forte derrière. Ok, très très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure. Si vous avez quelques mots avant qu'on laisse... Ouais, moi j'ai juste un sujet qu'on n'a pas évoqué lors de Build et qui passe inaperçu parce que c'est tellement riche et c'est peut-être anecdotique sans l'être, c'est tout ce qui est autour de l'environnement et de la sustainability. C'est-à-dire qu'il y a une annonce que moi j'aime bien, qui est peut-être pour le futur, mais de la création d'une fondation, qui est la Green Software Foundation, entre Accenture, GitHub, Microsoft et Thoughtworks, avec la fondation Linux, voilà, pour essayer de repenser, de faire des meilleures pratiques sur l'ingénierie logicielle finalement, le développement logiciel. Je trouve ça intéressant parce que c'est dans la somme des annonces, mais finalement derrière, il y a un vrai sujet de comment cette industrie, Microsoft en faisant partie, quels que soient ses produits, Microsoft s'est engagé à un certain nombre de choses assez fortes sur la réduction de son empreinte carbone, sur un certain nombre de choses globalement autour de la sustainability, de manière assez ferme. Voilà, c'est notre pierre là-dedans et ça n'échappe pas, je pense, aux développeurs. Voilà, je voulais juste le noter parce que finalement, on l'oublie parce qu'on pense beaucoup au développement fonctionnel. Or, je pense qu'il y a tout un champ en termes de tendance important là-dessus. Alors, Yannick, que tu as raison parce que on parle beaucoup d'éco-responsabilité, de Green IT, etc. Il faut absolument, et ça j'essaye de le rappeler effectivement à programmer, que le développeur a son rôle à jouer, que le développeur doit prendre en compte ça, parce que on aura beau améliorer les réseaux, on aura beau améliorer le compute, les processeurs, etc. Si les applications restent obèses, c'est ça. C'est comme le packaging, c'est l'éco-conception. Voilà, c'est l'éco-conception dans le monde du logiciel. Et je pense que là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Derrière. Effectivement, on en est au début. Alors, je ne referai pas un historique sur le pourquoi du comment de tout ça, parce qu'on peut remonter très très loin. Mais effectivement, je prendrai un exemple tout bête. Cette année, on fête les 40 ans du VIC-20 de Commodore. Je rappelle qu'à l'époque, on avait 5 cas de RAM de disponibles. Et on faisait tourner des jeux entiers en même pas 5 cas. Voilà. Ouais, j'étais sur Auric Atmos et Auric à l'époque, mais et après je passais Commodore effectivement. Mais oui, si on remet en parallèle. C'était vraiment une anecdote. Et écoute, Christopher, c'est à toi l'honneur de conclure cette heure ensemble. Écoute, Xavier va piquer mon dernier mot parce que on n'avait pas pris la parlé de la Software Foundation et en fait on a deux des membres fondateurs qui font partie de mon équipe des Cloud Advocates. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis un moment. Donc, si je dois dire un petit mot côté startup ou plus exactement côté des gens qui veulent se lancer, qui veulent créer un projet, pour rappeler deux petites annonces dont on n'a pas parlé parce que effectivement le flow des annonces est important. Mais on a en version GA Azure Static Web Apps qui permet d'héberger gratuitement des applications web single page et une API avec Azure Function. Et que si on combine ça avec le free tier de Cosmos DB ou un nouveau free tier qu'on a annoncé pour PostgreSQL et pour MySQL, finalement, un petit prototype, que ce soit pour soi ou pour peut-être lancer sa startup, et aujourd'hui encore plus à portée de main sur Azure. Très très bien. En tout cas, un grand merci à vous deux. Et merci puis je vous dis à l'an prochain pour le débrief 2022. Et on espère qu'on se retrouvera avec de vraies chaises, mais de vrais gens très rapidement. Donc dès le mois de septembre, au plus tard, on croise les doigts. En tout cas, un grand merci à vous deux et très très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup François. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, à très bientôt. Au revoir.